À Missy, nous sommes revenus de vacances avec cette nouvelle Race Week aux Pays-Bas. J'avais hâte de faire cette vidéo parce que nous avons énormément de sujets à aborder. À commencer par le nom qui a émergé pour le poste Hamilton, conseillé par Bernie Ecclestone, ancien PDG de la Formule 1. Nous devons aussi parler de la préparation de Ferrari pour le week-end aux Pays-Bas. Voyons également la renaissance, disons, de McLaren, qu'elle a connue ces dernières années. Comment la Budget Cup a permis à l'équipe championne du monde l'année dernière et aux constructeurs d'atteindre de tels sommets au classement. Nous devons évidemment parler des confirmations de Cadillac, de ses pilotes, de Colapinto et de son avenir. Et aussi de Toto Wolff qui s'est exprimé sur les règles de 2026. Ces voitures pourraient atteindre 400 km/h si la fédération ne mettait pas de limite. Avant de commencer, je voulais vous dire que la vidéo sur la visite de McLaren au centre de Woking sera publiée cette semaine. Après tant de temps, j'ai enfin obtenu l'approbation de McLaren, et donc l'un d'entre eux sortira dans les prochains jours cette semaine. Je vous tiendrai également au courant sur Instagram, bien sûr. Une autre grande nouveauté est la reprise des shorts, qui seront de courtes vidéos extrayant des extraits, des vidéos officielles qui sortiront chaque jour ici sur la chaîne. Donc, chaque jour, il y aura une vidéo d'actualité sur la Formule 1 et un extrait d'un sujet traité dans la vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous souhaitez voir ce type de vidéo uniquement sur YouTube ou aussi sur Instagram et TikTok. Cela dit, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui sort ici sur la chaîne. Et maintenant, commençons tout de suite. Ferrari arrive à Zandvoort avec un objectif clair, continuer à grappiller du terrain sur McLaren. Lors des derniers Grands Prix, la SF25 a montré des signaux encourageants grâce aux mises à jour introduites avant la pause estivale. Ce qui a permis à Leclerc et Hamilton d'être plus proches de leurs rivaux en marche. Mais attention, aux Pays-Bas, il n'y aura pas de nouveautés techniques. Aucun nouveau fond, aucune modification visible de l'aérodynamique. Et ce n'est pas un choix technique mais une conséquence directe des règles et de la pause estivale qui oblige les équipes à fermer les usines. De plus, désormais, toutes les équipes pensent plus à 2026 qu'à cette seconde moitié de la saison 2025. En pratique, la rouge devra se présenter sur la piste avec le même package qu'avant la pause. Ce qui fera la différence, ce seront uniquement les réglages et la capacité de l'équipe à optimiser le matériel déjà disponible. Et c'est là qu'intervient le travail des ingénieurs pour adapter la voiture aux caractéristiques uniques de Zandvoort. Avec ses courbes surélevées, la charge dynamique requise est pour une piste qui ne pardonne pas les erreurs. Le véritable point d'interrogation concerne un aspect que les fans n'ont pas oublié. Hongrie. Une partie de l'Air Budapest, Leclerc est parti en pole position et semblait avoir le rythme pour jouer la victoire. Mais quelque chose n'a pas fonctionné. Il y a eu plusieurs versions de ce qui s'est passé, mais peu convaincantes. Il y avait plusieurs rumeurs concernant le non-respect de la hauteur au sol et un mystère qui a laissé beaucoup de doutes. La version la plus crédible est qu'ils ont dû augmenter la pression des pneus pour ne pas toucher le fond avec l'asphalte. Et donc éviter de trop user le skid block. Zandvoort devient le banc d'essai pour comprendre si ce problème a été un épisode isolé ou s'il existe vraiment une limite cachée dans la SF25. La McLaren, en attendant, ne restera certainement pas à regarder. L'équipe d'Andrea Stella a trouvé une constance impressionnante et avec Norris en pleine confiance, elle représente aujourd'hui la référence du groupe derrière Verstappen. Ferrari sait qu'il doit maximiser chaque occasion, même sans mise à jour, pour ne pas laisser échapper un championnat qui reste très ouvert. Et puis il y a un autre sujet crucial, les mises à jour futures. Quand arriveront-elles ? Seront-elles significatives ? À Maranello, ils ont prévu d'introduire de nouveaux packages aérodynamiques dans la fin de la saison. Les mises à jour ont déjà été préparées avant de se concentrer sur 2026, c'est-à-dire en juillet dernier. Mais la vraie question est, seront-elles capables de fonctionner immédiatement ou faudra-t-il d'autres courses d'adaptation ? Le risque, comme cela s'est souvent produit ces dernières années, est de porter de nouvelles pièces sans pouvoir en exploiter pleinement le potentiel. C'est pourquoi le GP des Pays-Bas aura une double valeur. D'une part, la confrontation directe avec McLaren et Red Bull en termes de performance pure. D'autre part, la possibilité de valider les données recueillies en galerie et en usine avant de pousser pour l'évolution. En résumé,
Malgré l'absence de mise à jour visible, celle de Zandvoort sera une étape fondamentale pour comprendre si Ferrari peut vraiment rester dans la foulée de Norris et Piastri. Le public néerlandais attend un autre spectacle de Verstappen, mais en réalité l'une des clés du week-end sera justement la réponse de la rouge. Leclerc et Hamilton savent que pour maintenir la lutte ouverte, il faudra une course parfaite, une stratégie millimétrée, une gestion des pneus impeccable et aucune erreur au stand. Car en ce moment, la différence avec McLaren se joue dans les détails. Alors la vraie question est de savoir si Ferrari pourra transformer un paquet désormais figé en une arme gagnante. Et je me permets déjà de m'avancer, car selon moi, les performances que nous avons vues lors de la première partie de la course à Budapest, en Hongrie, de la part de Leclerc, sont la réponse de Ferrari à McLaren. C'est le point de référence de Ferrari en ce moment, jouer la victoire avec McLaren sur la piste. Ce qui s'est passé dans la seconde partie, c'est-à-dire après le deuxième arrêt au stand de Leclerc, où nous avons vu une Ferrari qui ne trouvait objectivement pas de performance selon le rythme de la course. Nous avons vu un Leclerc qui tournait une seconde de plus par tour par rapport au duo des deux pilotes McLaren, c'était une anomalie de mon point de vue. Je veux donc retrouver aux Pays-Bas la Ferrari de la première partie de la course en Hongrie, pas celle de la seconde. D'autre part, Hamilton aurait selon moi maintenu le même rythme que Leclerc en Hongrie s'il était parti plus en avant. Donc, pour Hamilton, l'objectif maintenant est d'améliorer la qualification en tour sec. Évidemment, Lewis regardera vers 2026 avec des voitures qui ne seront pas à effet de sol et donc plus adaptées à son style de conduite qui ne s'est jamais adapté à ses voitures à effet de sol. Mais voyons pourquoi Ferrari mise déjà sur 2026. À Maranello, ils savent bien que le championnat en cours est désormais compromis et si l'on veut vraiment revenir lutter pour le titre, il faut penser immédiatement à l'avenir. Voici pourquoi, parallèlement à la course contre McLaren et Red Bull, l'équipe utilise déjà la SF25 comme un véritable entraînement pour 2026. La logique est claire, d'un point de vue aérodynamique, les nouvelles règles de la FIA changeront tout, avec des voitures plus légères, des fonds moins influents et des ailes mobiles qui bouleverseront le style de conduite. Mais sur le plan mécanique, ce sera une question d'évolution, et c'est ici que Ferrari veut jouer ses meilleures cartes. L'une des interventions les plus significatives concerne l'arrière. La Scuderia a en effet introduit une modification au tirant de suspension arrière visant à réduire le squat en phase d'accélération. En termes simples, il s'agit de mieux contrôler le tangage de la voiture lorsque la puissance est délivrée, afin de rendre la tenue de route plus stable et le travail du fond plus efficace. Ce n'est pas un détail, en Formule 1 aujourd'hui, le fond est la véritable clé de la charge dynamique, et si la suspension ne fonctionne pas bien, tout le reste s'effondre comme un château de cartes. Le nouveau schéma a été testé d'abord à Mugello puis introduit à Spa-Francorchamps, un début compliqué, un week-end avec la course sprint, un météo instable et très peu de temps pour recueillir des données. Malgré cela, quelques signaux positifs sont apparus, confirmés ensuite en Hongrie, où Leclerc a décroché la pole et a montré un rythme compétitif jusqu'à la panne technique qui l'a freiné. En résumé, les premiers retours sont encourageants, même s'ils ne sont pas définitifs. Maintenant, la balle est dans le camp de Zandvoort. En Hollande, Ferrari veut exploiter au maximum la nouvelle suspension en cherchant le bon compromis des setups pour rendre la vie plus facile tant à Leclerc qu'à Hamilton. L'idée est claire, la SF25 n'est pas seulement la monoplace d'aujourd'hui, mais un banc d'essai pour le projet 678, la voiture que nous verrons en piste en 2026. Et c'est justement ici que la discussion s'élargit, avec les museaux bas qui arriveront avec la nouvelle réglementation, le pull rod, semblant mieux s'adapter à la philosophie future. Il n'est pas fortuit que Vassereau ait confirmé, beaucoup des concepts introduits maintenant pourront être repris et développés sur la prochaine génération de monoplaces. En regardant le tableau général, le choix de Ferrari n'est pas isolé. Toutes les équipes évoluent dans la même direction. Mercedes a testé une nouvelle suspension arrière, pushrod, pour ensuite faire marche arrière temporairement. McLaren a principalement misé sur l'avant pour améliorer la sensation des pilotes. C'est la preuve que la partie mécanique est cruciale. Celui qui accumule le plus de savoir-faire aujourd'hui aura un avantage énorme lorsque la révolution réglementaire commencera. Et donc, la stratégie de la rouge est claire, exploiter chaque week-end de course d'ici la fin de l'année comme un grand laboratoire. Chaque tour en piste de la SF25 sert à recueillir des données et à comprendre les réactions
pousser au-delà de la connaissance le comportement dynamique de la monoplace. L'aérodynamique de 2026 sera une page blanche. Sur le plan mécanique, ce sera celui qui aura mieux étudié les bases dès maintenant. Le véritable objectif est d'arriver au début du nouveau cycle réglementaire, non plus à poursuivre, mais avec une conscience supérieure à celle des adversaires. C'est pourquoi Ferrari utilise cette saison comme un test continu, transformer une année sans gloire en un investissement pour l'avenir. Mais la vraie question est, cette approche de Ferrari suffira-t-elle à combler l'écart avec McLaren ? C'est l'un des matchs les plus importants pour Ferrari, préparer 2026 du point de vue mécanique. L'OXR dirige toute l'équipe technique à Maranello, fort de plusieurs années d'expérience chez Mercedes dans le domaine de la mécanique et des suspensions. Et si nous savons que l'aérodynamique et le moteur seront complètement bouleversés en 2026, eh bien, la mécanique ne restera pas la même. Et c'est pourquoi il est essentiel de continuer le développement tant sur cette SF25 pour rendre la voiture plus stable et plus facile à piloter en piste, mais en même temps, développer le projet 2026 pour être prêt. Car ce sera le vrai match pour Leclerc ainsi que pour Hamilton. Et Bernie Ecclestone lui-même s'est également exprimé sur Hamilton, qui a suggéré un nom conseillé à Ferrari pour l'après-Hamilton. L'avenir de Lewis Hamilton chez Ferrari continue de faire débat. Officiellement, le contrat avec Maranello est valable jusqu'en 2026, mais entre déclarations énigmatiques, résultats décevants et un climat pas toujours serein, les doutes se multiplient. Tant et si bien qu'au cours des dernières heures, un conseil lourd a même été donné par une voix qui a marqué l'histoire de la Formule 1, Bernie Ecclestone. Hamilton a connu un début difficile avec la SF25. La voiture est compétitive par moments, mais reste à plusieurs dixièmes de la McLaren. Et quand on se retrouve à poursuivre sans avoir une voiture gagnante, la frustration grandit. Les interviews du septuple champion du monde ont souvent laissé transparaître un certain désenchantement, alimentant nos inquiétudes, nous fans. Ce n'est pas la première fois que Hamilton, face à un projet qui n'est pas encore au niveau escompté, laisse entendre qu'il pourrait envisager son avenir. C'est dans ce contexte que naît le Tautonomie. La pause estivale a alimenté les rumeurs, certains rêvent encore d'un retour fracassant de Carlos Sainz, d'autres imaginent une promotion rapide d'Ollie Berman, le jeune talent de la Ferrari Driver Academy qui pilote actuellement pour les États-Unis. Et puis il y a la suggestion lancée par Bernie Ecclestone. L'ancien patron de la Formule 1 n'a pas mâché ses mots et a déclaré « En Ferrari, ils doivent ouvrir les yeux. Regardez ce que fait Gabriel Bortoleto avec une Sauber de milieu de classement. Il doit être le prochain pilote de la Russie. » Un conseil direct, presque une provocation. Ecclestone aime secouer le milieu depuis toujours, mais sa sortie n'est pas fortuite. Bortoleto est l'un des espoirs les plus prometteurs, un pilote qui montre vitesse et personnalité, malgré un package technique pas de premier ordre. Selon Ecclestone, ce type de profil serait parfait pour une Ferrari qui doit construire un cycle long. En regardant vers l'avenir et non en se contentant de tamponner le présent. Attention cependant, à ce jour Hamilton reste à sa place. La clause dans son contrat lui permet de décider à la fin de 2026 s'il souhaite prolonger ou non, et toute discussion anticipée semble prématurée. Le Britannique veut d'abord comprendre le niveau de la Ferrari avec les nouvelles règles et si le projet 2026 sera compétitif, lui n'ayant aucune raison de partir si ce n'est pas le cas. Mais si la Russe devait échouer encore une fois l'année prochaine, alors le tableau changerait radicalement. La sensation est que, plus que les résultats immédiats, Hamilton cherche des garanties pour l'avenir. C'est un pilote qui n'a rien à prouver, mais qui veut jouer jusqu'au bout la possibilité de remporter son 8e titre. Et si Ferrari ne lui offrait pas un package gagnant, la tentation de regarder ailleurs deviendrait concrète. C'est pourquoi le débat reste ouvert. D'une part, les noms sont déjà connus, Sainz, Berman, Bortoleto. D'autre part, rester attaché à Lewis Hamilton. Mais la vérité est que le destin du second siège chez Ferrari ne sera écrit que par les résultats en piste. Si Hamilton redevient compétitif, la question sera étouffée. Sinon, si la frustration grandit, le marché pourrait exploser bien à l'avance. Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs. Car derrière les mots et les rumeurs, il y a un point fixe. Ferrari ne peut pas se permettre des erreurs de programmation. Et choisir le bon coéquipier pour Leclerc sera l'une des décisions les plus délicates des dernières années.
Et Bernie Ecclestone, comme toujours, a été très provocateur. Il a lancé une bombe pendant cette pause estivale. Il veut voir Gabriel Bortoleto chez Ferrari pour l'après-Hamilton, qui pourrait arriver à la fin de cette année ou à la fin de l'année prochaine. On ne sait pas quand Hamilton pourra prendre sa retraite. De mon point de vue, il vaut mieux attendre que Hamilton redevienne compétitif. D'ailleurs, c'était un investissement important de Ferrari au début de cette année. Il est payé plus de 40 millions de dollars par saison. Et le duo Leclerc-Hamilton est le plus coûteux dans la grille, rappelons-le. Donc, faire cet investissement et ne pas voir de résultats à court terme serait un choix peu visionnaire. Il faut attendre au moins un an, 2026, pour voir si Hamilton parvient à s'adapter aux nouvelles règles avec des voitures qui ne seront pas à effet de sol. Elles seront donc plus proches de la Mercedes qu'il a conduite durant les années d'or de l'ère hybride, de 2014 à 2021. Si Hamilton, même l'année prochaine, ne parvient pas à battre Leclerc, qui est son premier objectif, c'est-à-dire battre son coéquipier. Et s'il ne parvient pas à lutter pour les victoires ou si Ferrari est en lice pour le championnat, il ne sera pas là-haut à jouer le titre avec Leclerc. Dans ce cas, il est possible d'envisager l'option d'un deuxième pilote différent, qui selon moi ne doit pas être un retour de Carlos Sainz, mais plutôt un jeune pilote comme Bortoleto ou même Berman. Parmi les deux, si l'on compare directement sur la piste, Bortoleto convainc davantage lors des dernières courses, en dépassant toujours Hülkenberg, même en qualification, qui est un pilote extrêmement expérimenté et très rapide. De l'autre côté, Berman se mesure à Ocon, mais la véritable différence sera faite par la saison 2026 de ces deux jeunes rookies. Donc, en tenant compte également des performances de Sauber, qui sera Audi, et de l'équipe AS l'année prochaine, Ferrari fera sûrement un bilan de ces jeunes pour envisager l'option de faire entrer un rookie à l'avenir chez Ferrari. Mais il ne faut pas manquer de respect à un septuple champion du monde comme Lewis Hamilton. Il est important de respecter d'abord les décisions de Hamilton, il ne faut pas l'obliger à se retirer, mais voir quand il souhaite se retirer, car c'est le pilote le plus titré en Formule 1, vous ne pouvez pas le chasser d'une équipe et le faire sortir de la Formule 1. Force. Il faut en parler ensemble, il faut presque jouer les psychologues dans ce cas, pour comprendre ce qui ne va pas chez Hamilton, comment réparer la situation, comment redevenir compétitif ou comment accepter une retraite anticipée, qui peut être une hypothèse. Donc, cela dit, c'est sûrement une vérité cachée, mais actuellement il est trop tôt pour miser sur un rookie chez Ferrari. De mon point de vue, il faut attendre au moins un an pour réévaluer Hamilton avec les nouvelles voitures de 2026. Et puis on tracera une ligne et on fera le bilan. Cela dit, qui conduira Cadillac en 2026 ? Cadillac a choisi ses pilotes pour la prochaine saison lors de ses débuts en Formule 1. Le choix est clair, misez tout sur l'expérience. Les noms sont Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Il ne manque que l'annonce officielle, mais les jeux sont pratiquement faits. Il s'agit d'un retour retentissant, car les deux pilotes avaient quitté le circus à la fin de 2024, exclus d'un marché qui offrait très peu d'opportunités, misant beaucoup sur les rookies, sur les jeunes. Mais cette fois, ils reviennent par la grande porte, grâce au projet Cadillac. Commençons par Bottas. Après son départ de Sauber, le Finlandais avait choisi de ne pas abandonner la Formule 1, acceptant un rôle difficile, celui de troisième pilote Mercedes. Un choix d'humilité et de patience qui s'est avéré judicieux. Grâce au contact du directeur d'équipe Loudon, le même qui avait suivi Yujo dans le passé lorsqu'il était coéquipier de Bottas, le nom du Finlandais avait été immédiatement inscrit sur la liste de Cadillac. Et lorsque le projet est devenu concret, son expérience est devenue un facteur décisif. Plus surprenant, en revanche, le retour de Pérez. Après une fin très amère chez Red Bull, le Tchèque semblait destiné à tourner définitivement la page de la Formule 1. Son pire moment sportif a coïncidé avec son départ de l'équipe championne du monde en 2023, car en 2024, McLaren a gagné précisément à cause de Pérez, qui avait rapporté trop peu de points pour Red Bull. Beaucoup pensaient que Pérez était déjà destiné à d'autres catégories, mais à quelques mois de son départ, Pérez a changé d'avis. L'envie de se relancer était trop forte. Et l'opportunité chez Cadillac est arrivée au bon moment. Ce choix de Cadillac a été pensé dans un seul but, acquérir de l'expérience en Formule 1. En effet, une équipe aussi jeune a besoin de 2 pilotes ayant plus de 500 grands prix en tout, ce qui est un patrimoine inestimable.
Bottas apporte avec lui 12 saisons, 10 victoires, 67 podiums et 20 pole positions. Paul Pérez compte même 14 saisons, avec 6 victoires et 39 podiums. En effet, le nom de Mick Schumacher figurait également parmi les possibles pilotes favoris de Cadillac, mais Mick Schumacher a laissé une mauvaise impression en Formule 1. En réalité, avec la AS, il a subi plus de dégâts que d'autres, parvenant parfois à être compétitif, mais en causant trop d'accidents, ce qui pesait lourdement sur le plafond budgétaire de l'équipe. Et c'est quelque chose que Cadillac ne souhaite pas pour sa première saison de lancement. Ils veulent faire une saison où leur pilote ne s'écrase pas contre les murs, ne pèse pas sur le budget de l'équipe qu'ils veulent développer en monoplace. Il aurait été trop risqué de miser sur un jeune pilote comme Mick Schumacher, risquant de perdre de l'argent inutilement. Il est donc préférable d'opter pour une option sur avec 2 pilotes expérimentés, comme Bottas et Pérez. Je soutiens donc cette décision de Cadillac, d'autant plus que Bottas et Pérez sont tous deux de bons pilotes. Ils ont souvent été sous-estimés parce qu'ils ont été éclipsés, tant par Hamilton dans le cas de Bottas que par Verstappen dans le cas de Pérez. Mais ce sont 2 pilotes qui peuvent être contrés, rapporter de bons points à l'équipe et surtout donner une bonne direction à l'équipe pour son avenir. Ayant une grande connaissance de 2 équipes très importantes. L'une, comme si j'avais travaillé pendant des années avec 2 équipes très importantes en Formule 1, Mercedes et Red Bull. Mais parlons aussi de l'avenir du pilote argentin Franco Colapinto. L'aventure du pilote argentin avec l'équipe d'Aston semble maintenant arriver à son terme. Et de l'Allemagne arrivent des confirmations lourdes. Selon Automotor Sport, Colapinto disputera son dernier Grand Prix avec Alpine à Abu Dhabi à la fin de 2025. Un adieu qui ne surprend pas. Arrivé en Formule 1 avec de grandes attentes et poussé par son signe de Flavio Briatore et aussi par les sponsors argentins, Colapinto n'a pas réussi à laisser sa marque. À ce jour, il est le seul titulaire de la grille à ne pas avoir marqué de points. Et il a été à plusieurs reprises sous le feu des critiques pour des erreurs évitables qui ont entravé le travail de l'équipe. Accident sur la piste, performance médiocre et une croissance mal engagée. Le point de rupture est arrivé le 6 août lors des tests Pirelli au Hungaroring. Colapinto a perdu le contrôle de la monoplace, finissant violemment contre les barrières. Heureusement, aucune conséquence physique pour lui, mais les dégâts de la voiture ont été importants et ont ralenti les programmes tant de l'équipe que de la maison de pneumatiques Pirelli. Un épisode qui a encore aggravé sa position. Malgré les grands sponsors à ses côtés, la sensation est que l'avenir en Formule 1 pour Colapinto est désormais compromis. Il sera intéressant de voir qui Flavio Briatore choisira comme son futur pilote chez Alpine. D'autant plus qu'Alpine pourra être compétitive l'année prochaine en utilisant les moteurs Mercedes qui sont considérés comme les plus compétitifs de la grille. Donc, attention à Alpine pour 2026, qui pourrait devenir peut-être l'équipe suivante des meilleures équipes au classement. Red Bull, Mercedes et McLaren. Il serait intéressant qu'Alpine prenne un pilote d'une autre maison en Formule 1, mais nous devons aussi parler des déclarations de Toto Wolff sur 2026. En effet, le directeur d'équipe de Mercedes a dit que les nouvelles monoplaces pourraient atteindre près de 400 km/h. Une déclaration qui a fait le tour du monde, mais quelle est la vérité ? La réalité est plus complexe. Sur le papier, oui, avec plus de 1000 CV de puissance totale, les Formule 1 de 2026 auraient le potentiel d'atteindre des vitesses folles, mais les règlements de la FIA ont déjà fixé des limites strictes. Ce n'est pas un hasard, l'objectif de Nicolas Stonebesis et du groupe technique a été clair dès le départ. Maintenir les vitesses maximales alignées avec celles actuelles, avec une variation maximale de 5 km/h. Le principal problème concerne l'hybride. Les nouvelles unités de puissance seront basées sur un équilibre délicat, environ 50% de la puissance totale provenant du moteur électrique. Et c'est précisément ici que naissent les limites. La FIA a imposé que la poussée électrique diminue avec l'augmentation de la vitesse à partir de 280 km/h, au-delà de laquelle la délivrance du hybride commencera à diminuer, jusqu'à s'annuler complètement vers 345 km/h. En pratique, plus la monoplace accélère, moins d'énergie électrique pourra être utilisée. Cela signifie que le seuil de 400 km/h restera un rêve, du moins en conditions de course. Et sur les circuits où il y a peu de freinage et beaucoup de longues lignes droites, comme par exemple Monza, il y aura des doutes sur la recharge de la batterie.
L'énergie récupérée par tour est limitée et les simulations de la FIA parlent d'axes en grave peine 5 MJ par tour à Monza, contre 9 MJ possibles sur des pistes avec plus de virages. Donc, pour les pilotes, il sera inévitable d'utiliser beaucoup de lift and coast en levant le pied sur la ligne droite pour gérer les batteries. Sans ces restrictions, il est vrai que les nouvelles Formule 1 pouvaient atteindre 400 km/h rares, transformant certains circuits en pistes d'avion. Mais la sécurité passe avant tout. Monza est déjà très rapide aujourd'hui et risquait de devenir impraticable. Donc, celle de Toto Wolff est plus une provocation qu'autre chose. Il aimerait que les moteurs soient poussés à la limite, aussi parce que le moteur Mercedes est considéré comme le favori au banc d'essai, mais la FIA a fixé des limites tant pour la sécurité que pour éviter que toute l'énergie ne s'épuise en un seul tour. Espérons ne pas voir de lift and coast à Monza sur la ligne droite, sinon ce serait vraiment une déception totale avec ce nouveau règlement. Cependant, pour l'instant, la majorité des équipes sont plus déçues qu'autre chose, car cette énergie électrique est trop présente sur le moteur thermique et il est difficile de récupérer suffisamment en un seul tour. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur tous les sujets abordés dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, activez les notifications pour ne manquer aucune actualité sur la Formule 1 et Ferrari. Désormais, une vidéo sera publiée chaque jour, comme toujours, sur les news de la Formule 1 et nous nous préparons pour ce week-end pour le Grand Prix des Pays-Bas. Ici chez Rastro, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.